dès lors que la tâche du traducteur apparaît sous cette lumière, les chemins de son accomplissement risquent de s'obscurcir de façon d'autant plus impénétrable. Disons plus, de cette tâche qui consiste à faire mûrir, en la traduction, la semence du pur langage, il semble impossible de jamais s'acquitter. Il semble qu'aucune solution ne permette de la définir. En effet, ne prive-t-on pas une telle solution de toute base, si la restitution du sens cesse d'être l'étalon? Or, c'est bien cela transcrit en négatif que tend tout ce qui vient d'être dit. Fidélité et liberté, liberté de la restitution conforme au sens et au service de cette restitution. Fidélité au mot, voilà les concepts que l'on invoque traditionnellement dans toute discussion concernant les traductions. Il ne semble plus pouvoir servir à une théorie qui, dans la traduction, cherche autre chose que la restitution du sens. Certes, l'usage traditionnel de ces concepts voit toujours subsister entre eux une contradiction insoluble. En effet, que peut apporter la fidélité s'il s'agit de restituer le sens? Une traduction qui rend fidèlement chaque mot ne peut presque jamais restituer pleinement le sens qu'a le mot dans l'original. Car selon sa signification littéraire pour l'original, ce sens ne s'épuise pas dans ce qui est visé, mais acquiert justement cette signification par la manière dont ce qui est visé est lié, dans le mot déterminé, au mode de la visée. C'est ce qu'on exprime généralement en disant que les mots portent avec eux une tonalité affective. À plus forte raison, la littéralité syntaxique met un terme à toute restitution du sens et risque de conduire tout droit à l'inintelligible. Les traductions de Sophocle par Hölderlin ont offert au XIXe siècle de monstrueux exemples d'une telle littéralité. Il va de soi enfin que la fidélité dans la restitution de la forme rend infiniment difficile la restitution du sens. En conséquence, ce n'est pas au nom de la conservation du sens que l'on peut exiger la littéralité. Cette conservation est beaucoup mieux servie par la liberté débridée des mauvais traducteurs, qui rendent évidemment beaucoup moins de service à la littérature et au langage. Par conséquent, cette exigence dont la légitimité saute aux yeux, mais qui tient à des raisons profondément cachées, doit être nécessairement entendue à partir de corrélations plus pertinentes. Car de même que les débris d'un vase, pour qu'on puisse reconstituer le tout, doivent s'accorder dans les plus petits détails, mais non être semblables les uns aux autres, ainsi, au lieu de s'assimiler au sens de l'original, la traduction doit bien plutôt amoureusement et jusque dans le détail adopter dans sa propre langue le mode de visée de l'original, afin de rendre l'un et l'autre reconnaissables comme fragments d'un même vase, comme fragments d'un même langage plus grand. C'est bien pourquoi la traduction ne peut que renoncer au projet de communiquer, faire abstraction du sens dans une très large mesure, et l'original ne lui importe que pour autant qu'il a déjà libéré le traducteur et son œuvre de la peine et de l'ordonnance d'un contenu à communiquer. Dans le domaine de la traduction, aussi on peut dire « au commencement était le verbe ». En revanche, sa langue peut et même doit, face au sens, se laisser aller, afin de n'en pas faire résonner l'intention sur le mode d'une restitution, mais afin de faire résonner son propre mode d'intention en tant qu'harmonie, complément de la langue dans laquelle cette intention se communique. C'est pourquoi, surtout à l'époque où elle paraît, le plus grand éloge qu'on puisse faire à une traduction n'est pas qu'elle se lise comme une œuvre originale de sa propre langue. Au contraire, ce que signifie sa fidélité assurée par la littéralité, c'est que l'œuvre exprime le grand désir d'une complémentarité des langues. La vraie traduction est transparente, elle ne cache pas l'original, ne l'éclipse pas, mais laisse d'autant plus pleinement tomber sur l'original le pur langage, comme renforcé par son propre médium. C'est ce que réussit avant tout la littéralité dans la transposition de la syntaxe. Or, c'est elle précisément qui montre que le mot, non la phrase, est l'élément originaire du traducteur. Car si la phrase est le mur devant la langue de l'original, la littéralité est l'arcade. Si fidélité et liberté de la traduction ont de tout temps été considérées comme des tendances opposées, cette interprétation profonde de la première, loin de les réconcilier, semble priver la seconde de tout droit. Car à quoi se rapporte la liberté sinon à cette restitution du sens qui doit cesser de faire la loi? Mais s'il est permis d'identifier le sens d'une œuvre langagière à celui de sa communication, il reste proche de lui et pourtant infiniment loin, caché sous lui, ou plus manifeste, brisé par lui, ou s'imposant avec plus de force, au-delà de toute communication, un élément ultime, décisif.
Il reste en toute langue et dans ses œuvres hors du communicable, un incommunicable, quelque chose qui, selon le contexte où on le rencontre, est symbolisant ou symbolisé. Symbolisant seulement dans les œuvres finies des langues, mais symbolisé dans le devenir même des langues. Or, ceux qui cherchent à se représenter, voire à se réaliser dans le devenir des langues, c'est ce noyau même du pur langage. Mais si celui-ci, même caché ou fragmentaire, est présent pourtant dans la vie comme le symbolisé même, il n'habite dans les œuvres que symbolisant. Si cette ultime essence, qui est bien le pur langage lui-même, dans les langues, n'est liée qu'à du langagier et à ses mutations, dans les œuvres, elle est affligée du sens lourd et étranger. La libérer de ce sens du symbolisant, faire le symbolisé même, réintégrer au mouvement de la langue le pur langage qui a pris forme, tel est le prodigieux et l'unique pouvoir de la traduction. Dans ce pur langage, qui ne vise et n'exprime plus rien, mais paroles inexpressives et créatrices, est ce qui est visé par toutes les langues. Finalement, toute communication, tout sens et toute intention se heurtent à une strate où leur destin est de s'effacer. Or, c'est cette strate précisément qui confirme que la liberté de la traduction possède une légitimité nouvelle et supérieure. Cette liberté ne doit pas son existence au sens de la communication, auquel précisément la tâche de la fidélité est de faire échapper. Bien au contraire, pour l'amour du pur langage, c'est vis-à-vis de sa propre langue que l'on exerce sa liberté. Racheter dans sa propre langue ce pur langage exilé dans la langue étrangère, libéré en le transposant le pur langage captif dans l'œuvre. Telle est la tâche du traducteur. Pour l'amour du pur langage, il brise les barrières vermoulues de sa propre langue. Luther, Voss, Hölderlin et George ont établi les frontières de l'allemand, élargi les frontières de l'allemand. Quelle signification conserve ici le sens pour le rapport entre la traduction et l'original? On peut l'exprimer par une comparaison, de même que la tangente ne touche le cercle que de façon fugitive, et en un seul point, et que c'est ce contact, non le point, qui lui assigne la loi selon laquelle elle poursuit à l'infini sa trajectoire droite. Ainsi, la traduction touche l'original de façon fugitive, et seulement dans le point infiniment petit du sens, poursuivre ensuite sa trajectoire la plus propre, selon la loi de la fidélité dans la liberté du mouvement langagier. La vraie signification de cette liberté, sans la nommer ni la fonder, Rudolf Panwitz l'a caractérisée dans des propos qui se trouvent dans sa crise de la culture européenne et qui, à côté des réflexions de Goethe, dans ses notes pour le divan occidental et oriental, pourrait bien être le meilleur de ce qu'on a publié en Allemagne en matière de théorie de la traduction. Voici ce qu'écrit Panwitz. Nos traductions même, les meilleures partent d'un faux principe voulant germaniser le sanskrit. Le grec, l'anglais, au lieu de sankritiser, les dénéliser, d'angliciser l'allemand. Elles ont beaucoup plus de respect pour les usages de leur propre langue que pour l'esprit de l'œuvre étrangère. L'erreur fondamentale du traducteur est de conserver l'état contingent de sa propre langue, au lieu de la soumettre à la puissante action de la langue étrangère. Surtout lorsqu'il traduit d'une langue très éloignée, il lui faut remonter aux éléments ultimes de la langue. Même là où se rejoignent mots, images, sons, il lui faut élargir et approfondir sa propre langue au moyen de la langue étrangère. On n'imagine pas à quel point la chose est possible, jusqu'à quel degré une langue peut se transformer, à quel point de langue à langue il n'y a guère plus de différence que de dialecte à dialecte. Mais cela non point quand on les prend trop à la légère, au contraire quand on les prend assez au sérieux. À quel point une traduction peut correspondre à l'essence de cette forme, la traductibilité de l'original le déterminera objectivement. Moins le langage de l'original a de valeur et de dignité, plus il est communication, moins la traduction peut y trouver son compte, jusqu'à ce que la totale prédominance de ce sens, bien loin d'être le levier d'une traduction formellement achevée, en ruine la possibilité. Plus une œuvre est de haute qualité, plus elle reste même dans le plus fugitif contact avec son sens, susceptible encore d'être traduite. Cela ne vaut bien entendu que pour des textes originaux. Les traductions, en revanche, se révèlent intraduisibles, non parce qu'elles seraient trop chargées de sens, mais parce qu'elles le sont de manière trop fugitive. À cet égard, comme de tout autre point de vue essentiel, les traductions de Hölderlin, surtout celles des deux tragédies de Sophocle, représentent une confirmation de notre thèse.
l'harmonie entre les langues y est si profonde que le sens n'y est effleuré par le langage qu'à la manière dont le vent effleure une harpe éolienne. Les traductions de Hölderlin sont des archétypes de leur forme. Avec les autres traductions, même les plus achevées, des mêmes textes, leur rapport est celui d'archétype à modèle, comme le montre la comparaison entre les traductions de la troisième Pitique de Pindar par Hölderlin et par Borchardt. C'est précisément pourquoi elles sont exposées plus que d'autres à l'immense danger qui, dès le départ, guette toute traduction, que les portes d'une langue à tel point élargie et pétrie retombent et enferment le traducteur dans le silence. Ces traductions de Sophocle furent les dernières œuvres de Hölderlin. Le sens y tombe de précipice en précipice, jusqu'à risquer de se perdre dans les gouffres sans fond de la langue. Mais il existe un point d'arrêt. Aucun texte ne le garantit. Cependant, hors du texte sacré, où le sens a cessé d'être à la ligne de partage entre le flot du langage et le flot de la révélation. Là où le texte, immédiatement sans entremise du sens, dans sa littéralité, relève du langage vrai, de la vérité ou de la doctrine, il est absolument traduisible, par égard non plus, certes, pour lui-même, mais seulement pour les langues. En face de lui, il est exigé de la traduction une confiance tellement illimitée que sans aucune tension, comme langue et révélation dans le texte sacré, littéralité et liberté doivent s'unir dans la traduction sous forme de versions interlinéaires, car à quelques degrés, tous les grands écrits, mais au plus haut point les saintes écritures, contiennent entre les lignes leur traduction virtuelle. La version interlinéaire du texte sacré est l'archétype ou l'idéal de toute traduction.